Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga culte car nous allons faire le décortiquage de Ranma 1/2, une série ô combien culte qui est passée à l'époque des années Club d'eau. Et pour cela, pour m'accompagner, mon chroniqueur, mon invité préféré, Jubafi. Merci Comment beaucoup. Ça va, Bonjour tout le monde, ça va impeccable. Ça va. Tu es prêt à nous raconter les histoires farfelues Oui. de Ranma 1/2? On va essayer. Bon, très bien. Alors on va commencer un petit peu par rappeler l'histoire à nos auditeurs. Donc en fait, on démarre en fait dans une rue de Tokyo, où en fait on est un jour de pluie et nous découvrons une jeune fille qui se fait littéralement agresser par un énorme panda en fait. Et cette jeune fille parle au panda comme s'il comprenait ce qu'elle disait quoi. Et la jeune fille lui dit qu'elle veut pas aller quelque part. Donc bien entendu le panda va l'assommer avec un panneau de signalisation. Ce qui est assez rigolo quoi. Et on va découvrir que ces deux personnages un petit peu hurluberlus se rendent dans la famille Galant, chez le grand maître en arts martiaux Aristide Galant. Et celui-ci en fait a prévenu ses trois filles, donc Adeline, Annabelle et Amandine, que justement il avait fait la promesse à son ancien camarade d'arts martiaux, codisciple quoi, il avait arrangé un mariage avec une de ses deux filles, pour que une de ses deux filles, que une de ses trois filles se marie justement avec le fils de son codisciple quoi. Donc bien entendu sur ces entrefaites là, Aristide qui pense voir arriver son ami de toujours, son meilleur ami quoi, avec son fils, se retrouve face à un énorme panda et à une jeune fille quoi. Donc du coup stupeur et étonnement, finalement c'est pas un fils mais c'est une fille quoi. Et celle-ci se présente en effet comme étant Ranma Vincent quoi. Et justement au cours de toutes ces histoires un petit peu rocambolesques, on va découvrir en fait que nos deux pauvres héros en fait ont subi une malédiction en suivant un entraînement dans des sources en Chine, en fait dans les sources de Jizan. Et en fait ces sources-là sont maudites parce que c'est une espèce de plateforme de combat qui est parsemée de petits étangs, et dans chaque étang en fait un truc s'est noyé à une époque, et depuis dès que quelqu'un se tombe dans un des étangs, C'est la surprise. c'est la surprise un petit peu, ouais, c'est ça qui est drôle. Et qui C'est d'ailleurs, qu'il va se transformer en quelque chose quoi. D'ailleurs, je crois que c'est le père qui tombe en premier, qui se transforme C'est en le père, panda, ouais. et après le panda attaque du coup Ranma Il va et pousser Ranma, il voilà. pousse Ranma, et du coup Ranma tombe aussi dans l'eau. Et Voilà. du coup il lui en Donc- veut, je crois, énormément. Ah bah oui, bien entendu, il s'envole un petit peu quoi. Et donc bien entendu, comme on va l'apprendre, Ranma donc est à la fois un garçon et une fille. Bah celui qui a eu le mieux, je pense. Et oui, il s'en sort pas trop mal, mine de rien, même si lui en fait... Qui il est rêve un pas petit d'être peu- une fille? Mais non, mais lui en fait il est dégoûté d'être une fille, parce Oui. que c'est quand même un héros, un héros viril, on va dire, un héros shonen quoi. Oui, c'est sûr. Donc pour lui, d'être transformé en nana, pour lui c'est une faiblesse quoi. C'est ça qui est assez rigolo, il est très macho en plus. Donc c'est assez rigolo, voilà, de ce point de vue là quoi, qu'il se transforme, que lui-même se transforme en fille quoi. Donc bien entendu Ranma au contact bien entendu de l'eau froide va se transformer à chaque fois en fille. Et en plus, c'est une belle fille, même. Voilà. Ah oui oui oui. En plus, bon, si ça bien fait entendu. fille, lui, il est toujours un peu en garçon manqué quand il est en fille, mais du coup, c'est une fille super Oui, sexy. oui, c'est ça d'ailleurs qui est rigolo. Oui, Voilà, oui. ouais. Il peut pas trop le cacher, quoi. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il est, oui, du coup, c'est une fille qui est complètement garçon manqué, oui, c'est ça qui est assez drôle, quoi. Donc, bien entendu, Ranma, au contact de l'eau froide, va se transformer en fille, et au contact de l'eau chaude, va se retransformer en garçon. Donc, ce qui n'est pas sans causer de problème, parce que, bon, comme on a pu le constater, les jours de pluie, ou si jamais quelqu'un l'arrose d'eau froide, bah, il va se retransformer en fille.
Et bien entendu, pour lui, comme c'est un peu un tabou, et qu'il essaye de le cacher au maximum, qu'il a cette transformation-là en gros, quoi. Ça va être sujet, justement, tout au long de l'histoire à plein de quiproquos, justement, c'est drôle, quoi. Donc, bien entendu, celle qui va être l'élu, qui va être choisie par le père, je dirais, le père Aristide Galant, ça va être Adeline, qui va être donc obligée de se marier avec Ranma, quoi, qui est un homme-fille, quoi. Et mais je crois pas qu'ils le savent tous que c'est un homme-fille. Si alors ouais. au début, non, Au il début, voilà, il le cache au maximum. Ranma il le cache, hein, oui, il le cache vraiment, quoi. Quand il est parti. Mais malheureusement, ça Oui. va quand même entraîner énormément de quiproquos, en fait. Parce que bien entendu, comme certaines personnes ne savent pas que Ranma est Ranma, quoi. Oui, Ranma garçon et Ranma fille. Oui, donc c'est assez drôle, quoi. Il y a plein de quiproquos, justement. Toute l'histoire de Ranma, en fait, est très comique. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment sur un ton comique, avec bien entendu à côté, parce que il y a quand même tout un côté un peu shonen, parce qu'il y a des arts martiaux. Il faut rappeler que le héros Ranma ainsi que son père et Aristide Galant sont quand même des maîtres en arts martiaux. C'est ça. D'ailleurs Ranma est quand même quand même reconnu comme étant un génie des arts martiaux, quoi. Il est assez doué déjà quand il arrive dans la maison Galant, quoi. Et donc du coup en fait Ranma, ça va être un melting pot de plein de personnages, en fait, qui vont venir se greffer autour de ce couple un peu maudit, quoi, que sont Ranma et Adeline, en fait, parce que les deux vont avoir, justement, c'est ça aussi qui est très très drôle, c'est que ça a un peu un côté vaudeville à la française, c'est que les deux vont avoir énormément de prétendants. Et bien entendu, l'un et l'autre vont un petit peu se jalouser, parce que malgré tout, il y a quand même eu, même si les deux protagonistes, le couple est assez des fois en rivalité aussi, quoi. Il y a quand même de On sent quand même qu'il y a, il y a un feeling entre les deux, voilà, quoi. Parce que l'un va toujours aider l'autre et vice versa, quoi. Donc c'est assez rigolo. Bon, bien entendu, ça va être justement tous les personnages qui vont graviter, je dirais, autour de la famille Vincent et la famille Galant, ainsi que de Ranma et Adeline, parce que bien entendu ils vont avoir une vie, ils vont avoir aussi une vie scolaire, ils vont aller au fameux collège des Bleuets, où là encore il y a tout un tas de personnages tout aussi farfelus que dans leur famille, quoi. Donc voilà pour Ranma à demi, un petit peu là pour vous resituer un petit peu l'histoire. Donc on va quand même parler un petit peu de l'animé, en fait. De l'animé que tout le monde a vu, hein, sur le Club d'eau à l'époque, hein, qui a été d'ailleurs dans un premier temps diffusé dans son jus, et après qui a été énormément censuré, hein. Oui. Pour anecdote, il y a des épisodes qui se sont vus amputés presque de 8 minutes. De 8 minutes, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Bon, bien entendu, Ranma à demi était un peu une série un peu olé olé, bien sûr. Ah bah oui. Vu que le garçon Ranma, quoi, n'a un peu aucune pudeur quand il est transformé en fille, quoi. C'est ça. Ce qui peut porter lieu à certaines nudités intempestives, quoi, de sa part. Et en fait, donc pour l'animé justement, qui compte une bonne petite centaine d'épisodes quand même, on a eu droit à au moins une bonne petite, à presque 160 épisodes quand même à l'époque. C'était une des séries les plus longues d'ailleurs, Ouais. à l'époque du Club d'eau, avec bien entendu Dragon Ball. Bah, et Nicky Larson aussi. Nicky Larson aussi. Et donc du coup, elle a été produite par le Studio Deen, qui est un petit studio là qui en ce moment fait parler de lui parce que ils sont en train d'adapter les nouvelles du maître de l'horreur japonais Junji Ito. Et ils sont connus pour avoir fait aussi Équipière de choc. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, Équipière de choc et les deux fliquettes aussi Ouais, hautes en oui. couleur. Mm. Et ils ont fait aussi pas mal d'autres trucs. Ils ont fait Kenshin le vagabond, certaines OAV. Ils ont fait Fruit Basket. Et ils ont fait aussi Get Backers. La série animée, bien entendu.
Donc le petit Studio Dean en fait, il a quand même sur Ranma 1,5, il a quand même mis les moyens parce que il a quand même, ils ont quand même fait appel à pas moins de 4 réalisateurs différents pour réaliser justement les 160 épisodes de Ranma. Donc on va dire que pour le plus connu en fait, il y a Tsutomu Shibayama en fait qui a bossé sur Ranma 1,5, qui est celui qui a peut-être un peu plus bossé que les autres. Et lui en fait il est connu parce que il a bossé sur Théo la batte de la victoire. Il a bossé sur la série japonaise que on connaît pas trop nous, mais bon, on connaît quand même de nom, Doraemon, bien entendu. Le chat volant. Le chat extraterrestre. Le chat sans oreille. Voilà, Doraemon. Donc voilà pour un des réalisateurs mythiques de Ranma 1,5. Et autre chose qu'il faut savoir, et là je pense que beaucoup ne le savent pas ou n'ont pas cette connaissance-là. Il faut savoir que celui qui a fait les musiques de Ranma 1,5 n'est autre en fait que Kenji Kawai, qui est le monsieur qui a fait justement les musiques de Ghost in the Shell. Ah oui. Ouais. Ça change. Tout à fait. Ah ouais, t'as vu, on voit plus Ranma 1,5 de Non, la là, même façon. c'est sûr, ouais. Ah, t'as vu, ça pète, hein. Et ouais, il faut savoir que justement, ils ont été deux. Bon, après, ils ont été deux à faire les musiques de Ranma 1,5, bien entendu, en collaboration. Et justement, donc il y a Kenji Kawai qui a fait Ghost in the Shell, hein, mais pas que, hein, il a fait plein d'autres musiques. On le connaît pour Skycrawler, les musiques de Skycrawler. On connaît aussi, il avait aussi fait les musiques de Pat Labor. Il avait fait les musiques, accrochez-vous bien les enfants, de Juliette Je t'aime. Oh putain. Et oui. Et les musiques de Juliette de Je t'aime, d'ailleurs, il avait recollaboré avec la même personne que Ranma 1,5, qui n'est autre que Hideharu Mori. Voilà. Voilà, il faut le savoir. Écoutez, si vous voulez briller en société, vous pouvez dire ouais, il a fait les musiques de Ranma 1,5, vous allez voir, ça va en couper le sifflet de plus d'un. Sur ces entrefaites, est-ce qu'on peut parler un petit peu des personnages? Les personnages complètement barrés de Ranma 1,5, parce qu'il y en a vraiment, bon, il y en a une pléthore, hein, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont bien savoureux, je trouve. Après, ne serait-ce que les rivaux de chacun. Oui, rivaux, oui. Bah, déjà, on peut parler de le plus gros rivaux, Roland. Ah, Roland. Ouais, Roland, un de mes personnages préférés. Qui est fou amoureux d'Adeline. Et du coup, c'est là où c'est rigolo, parce que justement, en plus, il est très fort en arts martiaux, comme Ranma. C'est un peu son rival dans toute la série. C'est vraiment le et rival, lui, le pauvre, se transforme en cochon, du coup. Cochon oui, noir. justement, mais le problème, c'est qu'il a été poussé par Ranma, lui. Voilà, en plus, poussé par oui, Ranma. en plus, donc il a vraiment une haine envers Ranma. Voilà, envers Ranma. Et du coup, parce que tout le monde veut le bouffer, en plus, quand il est un cochon. Mais ce qui est rigolo, voilà, du coup, il est à fond sur Adeline, mais Adeline pas trop, finalement. Mais plus, en fait, quand il se transforme en cochon, du coup, Adeline adore ce cochon. Et le prend comme un peu doudou de partout. C'est son doudou. Ouais, du coup, lui, quand il est en cochon, il regarde toujours Ranma, il leur dit, tu vois, je suis dans ses bras, ou tout ça, c'est ce qui rend fou Ranma, quoi. C'est ça, oui. Et généralement, il essaie toujours, elle essaie de le prendre dans le mur, Ranma, elle essaie de l'empêcher tout le temps. Le duo est assez comique. Et personnalité aussi de Roland, c'est qu'il n'a aucun sens de la orientation. Mais oui, il a ce point commun. Il se perd tout le temps, Zoro, et le problème, voilà, avec Zoro de One Piece, oui, il trouve jamais son chemin. Il est capable de se perdre dans un couloir, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment, le dicton est vraiment littéral pour lui, quoi. Surtout que c'est un voyageur, apparemment, en fait, il se pomme tout le temps. Et voilà, il est voyageur parce qu'il se pomme souvent, en fait, hein. Oui, voilà, Vaut mieux qu'il ait un sac à dos avec lui parce que il est pas sûr de rentrer à la maison tous les soirs, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Et oui, super intéressant. Moi, je trouve que Roland, moi, c'est bon, de par le fait, c'est un de mes personnages préférés. Je le considère comme l'ennemi numéro 1 de Ranma, le rival numéro 1 en tout cas, que ce soit en termes de rival d'arts martiaux et aussi en amour, quoi. C'est assez rigolo, mais c'est assez rigolo aussi parce que il y a quand même une relation en fait qui va se développer entre les deux personnages. Oui, on sait pas, on sait plus en fait si c'est les meilleurs potes ou les pires ennemis en fait. Au bout d'un moment, c'est assez rigolo aussi, quoi. Parce que on sait que les deux vont s'entraîner ensemble à certains moments. Ils vont combattre aussi des fois ensemble. Ils vont s'allier, donc
C'est assez, Oui, voilà, oui. assez rigolo la relation avec Ranma et Roland, surtout avec Ranma fille aussi et Roland, parce qu'à un moment donné, ce Ranma justement, comme il est jaloux de Roland et de la relation qu'il a avec Adeline, à un moment donné, il va être vraiment, là j'avoue, il va être vraiment dégueulasse. Il va se transformer en Ranma fille et il va se faire passer pour une amoureuse à Roland, tu sais, pour justement pour lui flinguer son rendez-vous avec Adeline. Oh ça c'est génial. Oui, voilà, il est fabuleux. Le cochon qui s'appelait Pichan d'ailleurs. Oui, voilà, oui, qui est nommé Pichan par Adeline, ouais. Et donc du coup voilà quoi. Et il y a plein de trucs comme ça. Mathias aussi qui est un des rivaux, non? Niveau arts martiaux. Il y a Mathias, oui, tout à fait. Alors, c'est pas celui qui a un genre de kendo, non? C'est pas ça? C'est pas de... Alors, Mathias, il fait sortir un peu des chaînes. Ah, oui. C'est un peu le chevalier d'Andromède de Ranma et Demi. Il fait sortir des chaînes ou des armes contondantes, en fait, de ses manches. Voilà, oui. Parce qu'en fait, c'est une espèce de magicien chinois qui vient d'un cirque, d'ailleurs. Qui vient du cirque de Pékin, on dirait, enfin. Et donc lui, alors oui, bien entendu, Mathias c'est un autre prétendant, mais pas pour Adeline, oui. Pour une autre prétendante justement de Ranma, qui est Bambou en fait, qui est le personnage en fait. Ah oui, Bambou, ouais. C'est les personnages chinois de Ranma et Demi. Donc Bambou en fait, elle est, alors là aussi un personnage intéressant, personnage féminin intéressant, c'est que Bambou en fait est folle amoureuse de Ranma, hein. De Ranma garçon, je précise. Oui. Et en fait, elle a pour ennemi mortel Ranma fille en fait. Ah, parce que Ranma fille, au cours d'un tournoi d'arts martiaux, lui a mis une tollée quoi. Donc du coup, elle est folle amoureuse en fait, elle est entre l'amour et la haine quoi. Ouais. Parce qu'elle est folle amoureuse de Ranma garçon et elle déteste cordialement Ranma fille. Donc c'est assez rigolo parce que justement. Je crois qu'il y a certains personnages au moment où Bambou arrive dans l'histoire qui vont s'amuser à le switcher assez souvent quoi. Donc du coup quand elle voit Ranma garçon elle est folle amoureuse et quand elle voit Ranma fille elle veut le tuer quoi. Donc c'est assez rigolo parce qu'elle-même ne sait pas que c'est la même personne quoi, en fait. Donc c'est assez là aussi il y a un quiproquo qui est assez marrant. Après il y a un autre perso, c'est le petit vieux qui est assez rigolo, Ernestin, c'est ça? Ah maître Ernestin. Ah, qui oui. Le petit vieux qui fait chier tout le monde. Qui est un gros pervers qui fait que voler des sous-vêtements dans les. Mais je crois que. Et en plus, je crois que c'est souvent. Il va dans les. Je crois qu'il va dans le lycée, justement. Oui, dans le lycée, mais je crois qu'entre il y a toujours des garçons qui regardent en même temps ce qu'il fait, et c'est les garçons qui se font choper, je crois, non? C'est pas ça? C'est pas le truc comme ça? Il y a des fois, oui, oui. Il sort, et en fait, c'est les garçons qui sont en train de mater les filles qui se font choper, quoi, du coup. C'est un filou, quoi, hein, oui. Mais voilà, mais après. C'est un vrai filou. Il a toujours un sac énorme de sous-vêtements. Mais c'est ça, rempli de petites culottes, ouais. C'est ça, c'est un collectionneur de petites culottes. Et très bon en arts martiaux, d'ailleurs, parce qu'il n'arrive pas à le Alors oui, c'est le grand maître, justement, voilà, oui, tout à fait. Il faut quand même rappeler, voilà, que c'est le grand maître en arts martiaux, c'est le maître justement des deux papas de Ranma et d'Adeline, voilà. Bien entendu. Eux d'ailleurs, dès qu'ils le voient y arriver, ils rampent littéralement devant ce petit vieux quoi. Tellement il est reconnu pour sa puissance quoi. D'ailleurs, ça sera aussi un des adversaires aussi de Ranma, parce que ça sera vraiment Maître Ernestin en fait. Sera vraiment l'adversaire qui fera évoluer en fait Ranma. Tous ces vieux maîtres en fait que sont Maître Ernestin et la grand-mère de Bambou aussi, qui elle aussi est une brutasse absolue hein, en arts martiaux, seront là en fait pour faire évoluer notre héros en fait. Parce que la grand-mère va lui apprendre une technique par exemple pour qu'il puisse la battre justement, et Maître Ernestin aussi quoi. Maître Ernestin, il va lui faire le fameux saut qui va lui supprimer sa force. Donc du coup, il va aller s'entraîner avec la grand-mère de Bambou pour apprendre une technique pour le battre. Ouais. La fameuse technique là, qui fait un énorme tourbillon là, en se servant justement de l'aura de son adversaire. Ça c'est pas mal. Et donc voilà, ces personnages là aussi intéressants là, ces espèces de vieux maîtres là qui gravitent aussi autour de nos héros, qui sont assez la grand-mère elle est intéressante parce qu'elle est complètement à l'opposé justement en plus de Maître Ernestin quoi. Mais voilà, où elle est vraiment là, elle pour le coup elle fait vraiment son âge et elle a vraiment le mental de son âge quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider les jeunes, pour les aider à s'épanouir et tout ça, alors que Maître Ernestin lui n'a rien à branler, voilà. C'est un gamin quoi. C'est encore un gamin, il
pense qu'il y a une chose, c'est aller voler des culottes dans le collège des Bleuets. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Après, ce qu'on a pas parlé vite fait, c'est le déroulement de la série, c'est qu'ils essayent de retrouver leur état normal, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu ça l'histoire de la série, parce que finalement. Oui, parce que oui, un des objectifs, bien entendu, du héros, c'est alors bien entendu, il a deux objectifs, c'est de devenir le plus grand maître des arts martiaux et en même temps se débarrasser de sa malédiction, quoi. C'est-à-dire redevenir à 100% un homme. C'est pas un truc dans le genre où il fallait qu'il retombe dans la même mare, c'est pas ça? Non, ça marche pas ça. Ben en fait, si tu veux, c'est ce qui est drôle tout au long de la série, c'est qu'en fait, ils vont être amenés à découvrir plein d'objets ou plein de lieux soi-disant magiques qui devraient le guérir, et en fait ça ne le guérit jamais en fait. Oui voilà, oui ça, oui, souvent le lieu va être détruit par les combats, ah oui c'est ça, ou le truc en fait il va durer qu'un certain temps, ou alors c'est une grosse arnaque, ou enfin c'est toujours des trucs comme ça en fait, c'est ça qui est rigolo, quoi. Justement ah oui, on a un petit peu oublié de parler on a oublié de parler de l'auteur du manga, bien entendu, Rumiko Takahashi, qui a entre autres Inuyasha, non, c'est pas ça? Qui a fait Inuyasha, tout à fait, qui a fait Lamu, voilà. Qui a fait Lamu, Juliette je t'aime, oui. Voilà. Bah les dessins se ressemblent déjà aussi. Donc c'est une des mangakas légendaires d'ailleurs du Japon. Elle est une d'ailleurs des mangakas les mieux payées à l'heure actuelle. Elle est légendaire, au même titre que Akira Toriyama et que Otomo, que c'est vraiment quelqu'un qui est archi connu au jour d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle fait vraiment en sorte, si tu veux, dans son fil d'histoire, que Ranma, en fait, il est toujours cette malédiction, en fait, de se transformer en fille, quoi, en fait. Donc c'est assez rigolo, parce qu'en fait, elle a été quelque part visionnaire, en fait, dans Ranma. Parce que finalement, Ranma, il traite d'un sujet qui est vachement, qui est vachement anticipé par rapport à son époque. C'est le phénomène transgenre, par exemple. Et le fait d'un garçon qui veut devenir une fille, ou d'une fille qui veut devenir un garçon, quoi. C'est vrai que ça parle aussi de ça, quoi. Et en fait, il faut s'imaginer qu'elle a fait ça, elle, en 87, où les gens, ils connaissaient même pas le terme, quoi. Donc c'est, pour le coup, elle a vraiment été visionnaire, quoi, avec une œuvre comme Ranma. Et d'ailleurs, je pense que Ranma a cette force-là, c'est que c'est quand même une série qui est intemporelle, quoi. Tout comme justement, on en parlait, tout comme DBZ. Ça peut vraiment s'inscrire dans ce registre-là, quoi. Donc. Bah, les personnages, je pense qu'on a dit les principaux. Oui. Ouais, on a dit les. Enfin, en gros, ils sont tous amoureux l'un l'autre, c'est un peu le feu de l'amour, quand même. C'est ça. Quand Ouais, même. oui, c'est vraiment des histoires Oui, c'est vraiment des histoires de relations amoureuses. Ranma Adeline, Mathias c'est Bambou. Voilà. Il y a Julian Storm, bien entendu, le capitaine de Kendo avec sa sœur, voilà. Géraldine. Ah, c'est Mathias qu'on n'a pas parlé, je crois. Si, Mathias t'en a parlé. Ah, c'est Julian, on n'avait pas parlé. Ah oui, oui. Donc Julian, le fameux capitaine de Kendo aussi, qui est amoureux de Adeline et de Ranma fille. Et pareil pour du coup sa sœur, ce sera le même cas que Bambou, parce qu'en fait elle sera amoureuse elle aussi de Ranma et garçon, mais elle détestera en fait Ranma fille, qui sera sa principale rivale dans les fameux tournois de gymnastique GRS arts martiaux, quoi. Donc c'est assez rigolo, où justement les combattantes se battent avec les instruments de la gymnastique GRS, le ruban, les anneaux, la balle, enfin les massues. Donc c'est assez rigolo. Ça aussi c'est pas mal, cette espèce de détournement aussi des arts martiaux, en fait. Enfin c'est assez rigolo. Donc du coup nous allons parler quand même d'un autre point important dans Ranma 1/2. On va parler en fait du doublage. Oui. Du doublage français. Il y en a un très connu. Du doublage français pour une fois, parce que on dit tout le temps oui machin, les meilleurs doublages c'est cette époque, et en effet c'est cette époque. Mais souvent les gens ils vont citer les Chevaliers du Zodiaque. Bon, pour les plus nostalgiques, on va se souvenir aussi du doublage culte de Ken le Survivant. On va se souvenir aussi du doublage aussi qui a été très très bon de Nicky Larson.
Mais il faut savoir justement que si on fait un mix un petit peu de toutes ces de tous ces doublages là, eh ben on va en retrouver pas mal aussi sur Ranma 1,5. Bah déjà celui qui fait Ernestin, Serge Bourrier. Et voilà, tout à fait. Serge Bourrier qui fait Ernestin et qui fait la voix aussi du papa de Ranma, Genma. Ah, il fait aussi... Ah oui, Genma, oui. Ouais, qui est notre regretté Serge Bourrier, qui justement doublait la voix de Shun dans Les Chevaliers du Zodiac, hein, pour personnage connu. Mais des tas d'autres, hein. Il a fait aussi pas mal de méchants aussi dans Les Chevaliers du Zodiac. Il a une voix de toute manière qu'on reconnaît de suite. Ah là là, Serge Bourrier, bien entendu. Mais bon, on va faire un petit peu. Il y avait Vincent Ropion aussi. Ropion. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a Vincent Ropion. Qui fait Mathias et Julien. Le fameux doubleur de Nicky Larson. Ouais. Qui fait justement Julien aussi, Mathias et Julien Storm. D'ailleurs, on le reconnaît bien, ouais. Mais je me rappelais plus, tu vois, que c'était lui. Storm et Mathias. Ouais, il y a même eh ben écoutez, les enfants, je vais peut-être vous l'apprendre, mais il y a même Patrick Borg, le grand Patrick Borg, qui double Sangoku adulte. Rien que ça. Et putain, je me rappelle même plus, quoi. C'est lui qui fait la voix de Roland, du docteur Thibaut, donc qui est le fiancé de la grande sœur de Adeline. Et Mathurin aussi. Et qui fait Mathurin, le ninja au service de Julien Storm. Je me rappelle même pas que c'était la voix de Sangoku. Ça se reconnaît bien ou... on la reconnaît pas. Et voilà, c'est ça. C'est que il trafique sa voix en fait pour faire vraiment une voix de jeune homme en fait. D'accord. Parce qu'il a quand même une voix assez posée, assez grave quand il fait Sangoku quoi. Ouais. Il a vraiment une voix d'homme. Et en fait, il a une autre voix. Il arrive à trafiquer, bon pas trafiquer, mais il arrive à moduler sa voix de façon à faire une voix un peu plus juvénile, un peu plus jeune garçon. Et en fait, ça donne la voix de Roland quoi. C'est assez rigolo. Il a ces deux voix-là. Si vous écoutez Roland et si vous écoutez Sangoku, bah dites-vous que c'est la même voix et qu'en fait il arrive à faire ces deux voix-là, mais alors à la perfection quoi. En fait, il ne faut pas beaucoup de doubleurs, ils font quasiment tous les trucs. Il y en a qui en double 4 et 5. Ouais. Ah mais oui, mais comme à l'époque, hein. Oui. Zodiac, oui, c'est sûr. Zodiac, il faisait ça aussi, hein. Il y avait 5 doubleurs et ils faisaient tout, hein. Bon, on va parler quand même de grandes comédiennes de doublage, de grandes actrices aussi, parce qu'on va parler un petit peu du côté fille, parce qu'il y a du beau monde. Il y a quand même Barbara Tissier, qui fait la voix de Ranma fille, et qui, justement, Barbara Tissier, elle est énormément connue parce qu'elle est quand même la voix officielle de Cameron Diaz, au jour d'aujourd'hui. D'accord, super. Donc c'est quand même, voilà, c'est une voix d'ailleurs qu'on entend... elle fait Ranma fille et Bambou, je crois aussi, non? Oui, elle fait Amandine aussi de temps en temps, la seconde sœur de... La seconde sœur d'Adeline. Alors une autre que moi j'aime beaucoup, qu'on entend d'ailleurs, qu'on n'entend plus trop, et ça c'est dommage. On n'entend plus trop, on l'entendait beaucoup justement dans les dessins animés. Maintenant elle double énormément dans les séries, dans les films aussi. C'est Magali Barnet qui fait la voix d'Adeline justement, qui a une super voix. Moi je trouve que vraiment elle a vraiment une super voix. Et bien entendu la dernière, la troisième, peut-être pas la plus importante, mais elles se tiennent je pense avec Barbara Tissier et Magali Barnet. C'est Dorothée Gemma, qui fait justement toutes les voix de Annabelle, de Géraldine justement, la sœur de la grand-mère de Bambou, d'ailleurs où elle fait une voix de petite vieille là, c'est super. Oui. Et de Frédéric. Alors on n'a pas parlé de Frédéric, c'est la crêpière avec la super spatule là, qui elle aussi veut justement se marier avec, qui a été justement, on lui a promis justement de se marier elle aussi avec Ranma. Oui voilà, mais c'est un feu de l'amour quoi. Tout le monde veut. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment votre ville. Hein. Quand je disais votre ville, c'est vraiment pas pour rien. Donc justement Dorothée Genma. Et je sais que tu connais l'actrice dont elle est la voix officielle, mon petit Juju. Je ne sais pas si tu le sais, mais elle est la voix officielle de Jennifer Aniston. Oh putain, d'accord. Et oui, de Friends, depuis Friends. Okay, hein. D'accord, ok. Depuis Friends, c'est elle en fait. Hein. N'allez pas chercher plus loin, c'est elle. Bon, bien entendu, moi Dorothée Genma, on la connaît quand même parce qu'elle a justement à cette époque-là, elle a quand même énormément doublé aussi. Moi, je la connaissais déjà pour Max et compagnie, car elle l'interprète de main de maître, la voix de mon héroïne devant l'absolu de Max et compagnie. Elle fait la voix justement de Sabrina, la petite amie, une des deux petites amies, je dirais, de Max et compagnie. Animatrice TV. Non, j'y connais, Dorothée. Non, c'est pas la Dorothée, non.
Donc c'est assez... Non, il y a vraiment des super voix dans... Bon, bien entendu, on va quand même parler de l'interprète principal, de la voix qui fait, du comédien, du grand comédien là aussi, de doublage et acteur aussi, qui fait justement Ranma Vincent, qui est Luc Hamet. Qui lui aussi est très connu, quoi. Il est quand même une des voix de Michael J. Fox, le héros de Retour vers le futur. Il a fait énormément de voix justement dans les années 80-90. Il a fait énormément de voix dans le dessin animé justement, que ce soit pour Tex Avery, pour les Looney Tunes. Il a été énormément impliqué aussi dans tout ce qui était production Hanna-Barbera. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a autant tourné de toute manière comme comédien au théâtre et au cinéma comme acteur que ce qu'il a fait d'épisodes de doublage justement pour des dessins animés, quoi. Il a un CV long comme le bras, Luc Hamet, hein. C'est vraiment c'est un incontournable du doublage de cette époque-là, hein. Il a été animateur aussi, hein. Il a animé sur France 2 à l'époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Justement, il a animé la fameuse émission télévisée Hanna-Barbera Ding Dang Dong, hein, où justement il montrait tout le talent déjà, hein, il montrait tout son talent de comédien et tout lui aussi, il est très très fort pour justement moduler sa voix, quoi. Ouais. Donc non, c'est vraiment Ranma 1,5, de toute manière ça reste une série culte. Oui, ce que j'allais dire, c'est une série que je trouve pas de défaut, je trouve. C'est assez... D'habitude je critique un peu, mais j'avoue, c'est une série qui se laisse regarder, hein, Ouais, tout à fait, ouais. Je pense qu'elle a bien vieilli, donc ça peut se regarder encore maintenant, hein. Oui, tout à fait, oui, bien entendu. C'est des épisodes où tu passes un moment à rigoler, quoi. C'est le manga, voilà. C'est vraiment de l'humour, du comique. Mais ça a quand même un petit côté shonen, il y a quand même des arts martiaux. Oui. Même si les arts martiaux des fois servent aussi un petit peu au burlesque, hein. Oui. Parce que bon, le coup du mec qui se bat avec des grenouilles ou la milice de réhabilitation des jouets traditionnels, où les mecs ils se battent avec des billes à jouer et des cartes de Menko. Oui, voilà. Oui. Des fois c'est pas pris au sérieux, mais quand même il y a un petit côté sérieux parce que les mecs ils sont pas là pour plaisanter non plus des fois, donc c'est assez rigolo, quoi. Non, c'est une bonne série. C'est bon, il l'a pas vu, à part les jeunes d'aujourd'hui. Mais... C'est vrai que c'est une série pour les nostalgiques, mais autant pour les nouveaux passionnés, parce qu'il y a vraiment un plaisir de toute manière qui se maintient en fait, avec les personnages. Il devrait la remasteriser d'ailleurs. Ils sont super attachants. Oui, maintenant en plus, vous pouvez vraiment la voir dans sa version originale en plus, si vous vraiment vous êtes bon. Après, je comprends qu'il y a peut-être des plus jeunes ou qui ont en horreur le doublage français. Oh là là, je leur dirais, mais malheureux, profitez du doublage français. De cette époque, de cette époque-là, c'est un des meilleurs, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc voilà, hein. Ouais. Voilà pour Ranma, hein. De toute manière, n'hésitez pas à la dévorer, hein, parce qu'elles vont vraiment le coup, hein. C'est une vraie satire sociale aussi de un petit peu cette société japonaise, je dirais, et de ses travers et tout ça. Donc faut vraiment s'y intéresser parce que ça peut vous permettre aussi d'apprendre un petit peu plus sur justement le Japon aussi et les comportements de ses contemporains. Et juste en 2 mots, le manga il va plus loin que l'anime ou ça s'arrête au même endroit? Oui, tout à fait. Non, le manga va plus loin que l'anime, mais beaucoup plus loin. Là aussi, là aussi vous pouvez vous intéresser au manga parce que Glénat est en train de ressortir justement le manga dans des gros volumes, là, dans des doubles volumes. Donc profitez, hein, de cette belle petite réédition. Et dites-vous bien, que le manga va beaucoup plus loin que la série et que vous allez découvrir des nouveaux personnages. Et voilà, mais après il y a pas de, c'est un peu la même fin, quoi. Sympathique. Ah, ça change la fin du coup. Il y a une fin différente. Ah bah vous allez découvrir comment ça termine quand même. Là aussi, il y a aussi cet intérêt-là de lire le manga. Voilà. Je ne vous dirai pas la fin, moi je la connais. Donc sur ce, on va vous laisser, chers auditeurs. Alors on va laisser notre Jujubafi retourner à ses occupations diverses et variées. On vous retrouvera pour un prochain podcast, comme d'habitude, sur le blog de dessinanimé.fr. Au revoir, chers tout le monde.
Ciao ciao.